Ainsi donc, plus d'une soixantaine de rassemblements hier soir dans toute la France à partir de 18h, 18h30. Des réactions de presque l'ensemble de la classe politique, des réseaux sociaux surchargés au lendemain du décès de Clément Méric, jeune étudiant de 18 ans de Sciences Po et militant antifasciste, tombé au cours d'une rixe avec un groupuscule d'extrême droite à Paris. C'était une véritable réaction nationale que nous assistons. Difficile de dire combien de temps durera l'émotion née hier soir, mais la mort de ce jeune militant semble mettre le doigt sur une plaie ouverte en France, avec tout de même cette question que d'autres se posent. Est-ce que nous assistons là à un symptôme de notre société ou bien n'est-ce qu'une sorte, au fond, de fait divers, tragique, certes, horrible, certes, mais un fait divers? C'est une question que nous allons mettre en débat ce matin, tant elle soulève évidemment d'autres questions sur la place des extrémismes, sur la place de la droite extrême en France. Il y a des subtilités que nous essayons de comprendre. Et puis au fond, nous cherchons aussi à comprendre sur quel terreau un tel acte de violence a pu prendre racine et ce qu'il révèle de l'état du pays. Nous sommes en compagnie de trois fins observateurs de cette France-là et des Français. La géographe Béatrice Gibelin. Bonjour Béatrice Gibelin. Bonjour Marc. Et je rappelle que vous êtes notamment toujours la directrice de la belle revue Hérodote. Gaël Brustier. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour. Docteur en sciences politiques, chercheur associé au CEVIPOL et puis auteur, on s'en souvient, on vous avait reçu entre autres pour en parler, de Voyage au bout de la droite aux éditions Mille et une nuits ou de la guerre culturelle aura bien le toujours au Mille et une nuits. Et puis nous sommes en compagnie d'Éric Dupin. Éric Dupin, bonjour. Bonjour. Journaliste, essayiste, auteur du blog Les Murmures d'Éric Dupin et notamment, on vous avait reçu ici pour le voyage en France, entre autres paru au Seuil en 2011 où vous auscultiez la France de la campagne présidentielle, notamment avant la victoire de François Hollande. Je voudrais vous soumettre quelques images sonores. C'était hier donc Saint-Michel, le rassemblement parisien autour de Clément Méric. Il y avait là de très nombreuses personnes, quelques milliers. Nous n'allons pas nous amuser à donner un comptage exact. Beaucoup de gens étaient là. Et Antoine Beauchamp, des Matins de France Culture, était aussi place Saint-Michel avec son micro et tout d'abord recueillant la parole du chanteur Ridan. À l'heure où le pays dans lequel nous vivons fait en sorte de diviser les minorités, de diviser les gens, les monter les uns contre les autres. Un peu d'amour, un peu de paix, un peu de fraternité. Il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de tout ça. Il n'y a que des Français dans ce pays. Et les gens qui ne l'ont pas compris, eh ben, comme dirait un grand président, cassez-vous pauvre con, quoi. Merci. Après Ridan, un camarade de Clément Méric, où l'on sentait notamment une sorte de lassitude et de colère vis-à-vis d'une éventuelle récupération politique. Le dernier mot à un camarade de Clément de la lutte antifasciste. Clément était un frère. Et Clément était anarchiste. Clément n'était pas pour une 6e république. Il était pour une liberté libre, sans État, ici, partout et toujours. Et puis toujours place à Saint-Michel, ce grec rencontré par Antoine Beauchamp. Je m'appelle Nikos Grekos, je suis un grec qui vit en France depuis fort longtemps. Nous voulons témoigner par notre présence, non seulement comme des militants antifascistes, mais dire que nous croyons que nous à Paris, nous sommes protégés par rapport à nos frères en Grèce qui sont attaqués par les milices néo-nazis de l'Aube dorée à Athènes. Et on a vu comment un petit minuscule groupuscule néo-nazi est transformé en parti politique et les sondages lui donnent 10 à 12% aux prochaines élections. Et nous voulons dire qu'il faut rester vigilant pour ne pas que cette situation arrive en France aussi. Et puis enfin, c'était au tour de la présidente de SOS Racisme, Cindy Léaudi, de s'exprimer. Alors, Marine Le Pen aujourd'hui se cache derrière son petit doigt en disant « Mais finalement, tout ça, j'y suis pour rien ». Mais elle va pas nous la faire comme ça. Elle va pas nous la faire comme ça parce qu'on sait très bien que dans son entreprise de rendre le Front National fréquentable, elle libère ces groupuscules et elle les laisse passer à l'acte. Nous ne les laisserons pas passer.
Voilà, pour un peu, au fond, comprendre tout ce qui pouvait se dire. Je rappelle aussi que hier, notamment, les élèves de Sciences Po ont pris assez mal, au fond, l'arrivée des politiques et des caméras de télévision et voulaient, au fond, rester entre eux et toujours pareil, ne pas forcément céder au tapage médiatique quant au discours politique. Enfin, voilà. Alors, comment peut-on décrypter déjà cette émotion ? Est-ce que vous avez été surpris que la mort de Clément Méric et ce contexte soit à ce point, tout d'un coup, aujourd'hui, en France, le premier motif des unes de journaux et des dialogues et des coups de fil et des échanges entre Français? Béatrice Gibelin. Non, moi, je n'ai pas été surprise de l'émotion que ça suscite. Dans la mesure où, d'abord, c'est absolument criminel, c'est tragique. Taper à terre un homme, que ça suscite de l'émotion, je suis encore heureux, et que ça ne se passe pas seulement pour un fait divers malencontreux, me semble quand même tout à fait utile et justifié. Par ailleurs, ça a été rappelé dans vos chroniques, on est quand même dans un climat qui a été, on va dire, excité dans cette exacerbation des valeurs conservatrices pour les Indes. Et en y réfléchissant, j'intervenais la semaine dernière dans l'Est de la France sur l'extrême droite en Europe, et il y avait des étudiants dans la salle et qui m'ont dit Madame Gibelin, je pense que vous sous-estimez l'importance des groupuscules d'extrême droite qui sont de nouveau présents sur nos facs, qui sont présents à Nancy, sont présents à Metz, alors qu'on ne les voyait plus, de façon très agressive. On pense qu'ils peuvent être en réseau. Ça nous préoccupe beaucoup. J'avoue, moi étant universitaire à Paris 8 Saint-Denis, évidemment, les groupes d'extrême droite n'ont pas droit de citer dans une fac comme ça, on ne les voit pas. Et ça, je pense que ça doit nous faire réfléchir sur un contexte plus large qui fait qu'on reprend un peu de service, et sans doute que les réseaux sociaux sont un moyen de les mettre en relation les uns avec les autres. Moi, c'est ça qui me préoccuperait. Gaël Brustier, je peux vous demander si on fait de la sociologie peut-être un peu rapidement ce matin, mais au fond, que faisaient des clients d'une seule et même marque de polo ensemble dans une vente privée à côté de Galeries Lafayette à Paris? Bon, d'abord, il y a activistes antifascistes et activistes d'extrême droite. Bon, d'abord, il y a le sentiment d'effroi, parce que je crois que ce qui s'est passé, bon, d'abord, ça vient après une suite d'agressions multiples dont on a eu les remontées, qui préparaient en fait à cet événement. On pouvait s'y attendre. Le fameux du sang sera versé. Non, je pense plutôt à une série d'agressions, effectivement, par des groupes d'extrême droite un peu partout en France, dont on a écho, y compris dans nos entourages proches. C'est-à-dire l'agression par un skinhead, c'est devenu quelque chose qui désormais est possible. On pensait que c'était devenu impossible. Moi, c'est vieux. J'étais étudiant, il n'y avait pas de skinhead sur mon campus. Oui, je pense que c'était fini ça aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on a quand même une résurgence de tout ça. Ensuite, bon, il y a la question de comment ces groupes s'identifient. Effectivement, ces groupes, comme d'autres groupes d'ailleurs, aiment beaucoup les marques qui sont Ben Sherman et Fred Perry. Et ils se reconnaissent beaucoup selon des codes comme ça. Et pour ce qui est des skinheads, moi je renverrai un travail très intéressant qui est celui de Stéphane François sur le village de Chauny, enfin la région de Chauny, dans l'Aisne, en Picardie et dans la vallée de la Somme, où il a très très bien décrit en fait l'espèce de contre-culture locale d'un lumpen prolétariat totalement désespéré et qui s'identifie à un mouvement skin, un mouvement skin branché sur de la techno un peu dure, le gabberskin, les scènes gabberskin, etc. Et où il décrit très bien la montée de la violence et la socialisation de tous ces jeunes à travers ces groupes-là. Donc le mouvement skinhead, il existe. Il est vrai que depuis quelques semaines, depuis la dernière année, on a des échos de plus en plus fréquents d'agressions racistes, homophobes, contre des militants de gauche, des permanences saccagées, des agressions diverses. Alors après, de là à dire à qui ils sont affiliés, c'est extrêmement dur parce qu'en général, c'est des individus mouvants entre différents groupes. Je voudrais poser aussi une question très, très simple. Certains commentateurs ont dit, après tout, ce sont des militants, des antis, qui se tapent dessus entre eux. Et d'autres ont été extrêmement offusqués
et de ce commentaire en disant on ne renvoie pas dos à dos un militant antifasciste à un militant d'extrême droite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'après tout, il y a, hélas, une fatalité à ce que des militants des extrêmes se battent entre eux et que ça fasse des victimes? Ou est-ce que, encore une fois, là, il n'y a pas d'équivalence nécessairement? Non, mais le renvoi des extrêmes dos à dos, c'est un discours politique. C'est un discours qui consiste à dire il n'y a pas à relativiser le problème de l'extrême droite de la part, en général, de la droite, d'une droite qui se radicalise. C'est-à-dire que le renvoi dos à dos... Moi, écoutez, les amis de Clément Méric, je me suis aperçu qu'en fait, ils collaient des affichettes dans mon quartier tous les jours. Je les avais jamais bien remarqués. Action antifasciste, banlieue, etc. Et en fait, ils tractent souvent, etc. Bon, je suis désolé, je ne connais personne qui se soit fait agresser par eux, qui soit probablement un peu volontariste. Enfin, c'est des gens, si vous voulez, les images qu'on voit, c'est 30 personnes qui vont face à une manifestation et qui sont ulcérées par l'impuissance de la gauche, d'une certaine manière. Alors, évidemment, il a 18 ans, il est anarchiste, etc. Néanmoins, qui se balade avec des poings américains, qui terrorise des immigrés ou des gens de couleur dans les rues, qui s'en prend à des militants de gauche dans leur permanence. Chaque fois, ce sont des crânes rasés, si vous voulez. Je trouvais bien qu'on puisse faire cette petite mise au point. Éric Dupin, sur cette question d'abord, faits divers, symptômes. D'abord, moi je suis, je l'avoue, un peu gêné par la façon dont cet événement, ce drame, alors est-ce que c'est un fait divers, est-ce qu'il est symptomatique de quelque chose, a eu immédiatement, c'est-à-dire sans vérification des faits, la résonance que l'on a connue, à la fois d'ailleurs dans l'univers médiatique et dans le monde politique. Moi, je dois être un journaliste complètement dépassé. Avant d'interpréter les faits, j'ai besoin de les connaître. Et pas simplement par des témoignages indirects d'une des deux parties en cause. Alors, Le Monde a fait tout de même assez vite un récit qui peut paraître assez précis. On va dire, alors justement, d'ailleurs, là, on parlait de bagarre entre deux groupes. Donc, entre une bagarre et un assassinat, il y a tout de même une nuance si les mots ont un sens. Vous venez de parler d'ailleurs de rixes entre deux groupes, donc c'est déjà un contexte différent. Donc j'ai déjà cette précaution. La deuxième, c'est qu'en même temps, s'il y a une chose qui est très révélatrice, il y a peut-être cet événement singulier, on va y revenir, mais il y a aussi à quoi cet événement sert dans les joutes politiques. Or, de ce point de vue-là, l'hypothèse que j'avance, c'est que l'écho peut-être excessif donné à cet pas sans rapport avec l'impuissance des gauches, et je dis bien des gauches, c'est-à-dire aussi bien la gauche gouvernementale qui n'a plus grand-chose de gauche, que les gauches radicales qui ne savent plus trop quoi faire, face à un vrai phénomène qui est la montée du Front National, et qui est différent du problème des skinheads et de groupes violents. Vous venez de planter. 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Observation liminaire. Le 27 octobre 2005 à Épinay-sur-Seine, dans un quartier sensible, un homme de 56 ans, Jean-Claude Irvoas, se faisait matraquer, massacrer par 4 voyous. Il est mort sous leurs coups, devant sa femme et sa fille, horrifiées. Ce n'était pas une bagarre entre deux clans qui s'étaient invectivés dans une vente privée. Il n'y avait pas eu d'échange de propos agressifs, non. Monsieur Irvoas travaillait dans une entreprise qui fabrique des lampadaires et il s'était arrêté pour prendre en photo un lampadaire dans un quartier où il n'était pas désiré. Je ne me souviens pas que l'Assemblée nationale ait observé une minute de silence à sa mémoire, ni qu'on ait manifesté au quartier latin pour dénoncer ces assassins. Pourquoi alors en va-t-il tout autrement dans le cas de l'assassinat de Clément Méric par 5 autres voyous ? Est-ce leur identité, leur appartenance à un réseau skinhead qui modifie la nature du crime ? Une vie humaine ne vaut-elle pas une vie humaine ? Et un crime n'est-il pas un crime ? Les sites d'extrême droite, qui rêvent de nous entraîner dans je ne sais quelle guerre civile, s'étaient déchaînés sur l'assassinat de Jean-Claude Irvoas parce que ces assassins étaient des immigrés. Ceux d'extrême gauche se livrent depuis hier à des amalgames douteux face à la mort de Clément Méric parce que ces assassins sont liés à l'extrême droite. Ne pas faire d'amalgame, ne pas stigmatiser, ne pas tenter par tactique politicienne de chercher à mouiller des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire. C'est ce qu'on répète chaque fois qu'un crétin illuminé fait sauter une bombe dans une foule ou qu'un psychopathe égorge un militaire au nom d'un islam dont généralement il ne connaît pratiquement rien.
Les musulmans n'ont rien à voir avec ces gestes isolés de jeunes aigris, désocialisés, rongés par la haine et qui ne cherchent qu'un prétexte pour passer à l'acte. Ils risquent, au contraire, ces musulmans, de payer des crimes auxquels ils sont étrangers par une injuste stigmatisation. Eh bien, tenter de mouiller Frigide Barjot et ces centaines de milliers de braves petits cathos BCBG, pères de familles nombreuses, comme tentent de le faire une partie des commentateurs de gauche dans l'assassinat de Clément Méric, c'est se livrer au même genre d'amalgame, au même type de stigmatisation douteuse. Et c'est pourtant ce qu'a n'a pas hésité à faire, entre autres, le millionnaire de gauche Pierre Berger. Cela n'a pas plus de sens que d'incriminer Pierre Berger lui-même sous prétexte qu'il a écrit, ne l'oublions pas, si une bombe explose le 24 mars sur les champs à cause de la manif pour tous, c'est pas moi qui vais pleurer. Mais il est vrai que l'on peut s'inquiéter, comme le fait par exemple Jean-Paul Delevoye, devant la dégradation du débat public, les insultes, les menaces personnelles, bref une violence verbale qui témoigne de l'exaspération du climat politique et peut déboucher, on l'a vu hier, avant-hier, sur des violences physiques. On reprochait à Nicolas Sarkozy, à juste titre, de chercher par tactique politicienne à cliver, à monter son propre camp, la droite, contre celui d'en face, eh bien la gauche aujourd'hui doit faire son propre examen de conscience et se demander si elle n'a pas provoqué le même genre d'affrontement afin tout simplement de faire monter le Front National, vieille tactique pour des raisons politicienne. Lorsqu'on assume les responsabilités du pouvoir, on se doit de rechercher la concorde politique et non pas l'affrontement. Maintenant, 2 mots, si vous le voulez bien, sur le mouvement Skinheads. Il se trouve que vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, Marc, j'ai commencé ma carrière de journaliste en travaillant sur les looks des tribus du rock au tout début des années 80, pour des magazines comme 20 ans et Le Jardin des Modes. Et je me souviens avoir enquêté et votre notamment... pseudonyme était Bruce Taylor, absolument. Couturier. Je me souviens avoir enquêté notamment sur un groupe, parce qu'à l'époque on voulait pas croire que je m'appelais vraiment Couturier et que je travaillais sur ces trucs de longueur des ourlets. Je me souviens avoir enquêté notamment sur un groupe de skin qui hantait le quartier des Halles pour Radio 7, qui était donc une radio du groupe Radio France, en compagnie de notre consoeur de France Inter, Brigitte Jean-Perrin, qui avait bien du mal à défendre son agra d'ailleurs, parce qu'on a essayé de la lui casser à coups de pied. C'était en 1980 et je confesse avoir éprouvé ce jour-là une vraie peur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'en souviens si bien. Ces garçons violents, portés sur le rock dur et la bière forte, portant des Doc Martens sous leurs jeans retroussés, étaient effectivement menaçants et dangereux. Ces petites brutes me sont apparues comme de l'authentique graine de nazis. Leur idéologie explicite était des plus rudimentaires, mais le moins analphabète de la bande nous avait expliqué appartenir, je cite, à la classe ouvrière blanche et préparer une révolution dont ils semblaient d'ailleurs incapables de définir les objectifs, comme leurs ancêtres SA. Tous appartenaient clairement à ce sous-prolétariat frustre et pauvrement éduqué qui compense un sentiment d'infériorité culturelle et sociale par un comportement menaçant, le mépris affiché des femmes et la haine des homosexuels, le harcèlement en bande des personnes appartenant aux minorités visibles, une virilité déclinée sur le mode paramilitaire. On peut d'ailleurs lire l'affrontement d'avant-hier entre 4 étudiants antifascistes, dont l'un au moins était étudiant à Sciences Po, et les 4 skinheads arrêtés quelques heures après à Saint-Ouen, à la lumière de la lutte des classes, mais ce serait politiquement très incorrect. Brice Couturier sur franceculture.fr, réaction, commentaire peut-être Gaël Brustier sur toutes ces questions liées aux mouvements extrémistes, à la question du Front National, des droites extrêmes, de l'extrême droite, et du Front National, tout ce qu'on a pu entendre. Et Gaël Brustier. Oui. Bon, c'est très difficile d'établir des responsabilités et d'incriminer qui que ce soit. Ces mouvements en fait néo-nazis, un peu partout, ils opèrent comme des maladies opportunistes en fait. Donc quand ils trouvent l'opportunité de se manifester, de reprendre le dessus, ils le font. Et c'est vrai que c'est ce que je disais depuis quelques semaines, on voit, on connaît, on sait qu'il y a un certain nombre d'agressions physiques qui concernent soit des homosexuels, soit des gens d'origine maghrébine, soit des militants de gauche, et qui sont perpétrés par des gens qui ont comme point commun d'avoir le crâne rasé. Maintenant, la question
question hier, il y a eu un foisonnement de commentaires un peu hâtifs, à mon sens, qui ont consisté à céder à l'emballement émotif et à céder finalement des directs au dénommé Batskin. Et c'est quand même, en France, tout à fait nouveau qu'on laisse Monsieur Serge Ayoub s'exprimer pendant de longues minutes en direct devant des millions de Français. C'est une atmosphère quand même tout à fait particulière. Moi, je suis assez choqué de ce traitement-là, en tout cas, de l'information. Après, sur les liens du Front National et sur les liens en général de l'extrême droite organisée, le fait que c'est une série de scissions, de rapprochements puis de scissions avec la droite la plus extrême, nationaliste révolutionnaire, quasi néo-nazi, etc. On se souvient, on se souvient ou on se souvient pas, je repensais à une anecdote, vous aviez un type c'est complètement anecdotique, mais c'est assez révélateur, qui s'appelait Pierre Poty. Et le type, en fait, était candidat du Front National en Seine-Saint-Denis et avait quitté le Front National en expliquant que c'était un jouet aux mains des sionistes, puis ensuite était revenu au Front National et avait été réhabilité. Donc, en fait, l'histoire du Front National, c'est sans arrêt des histoires de sortie et de retour d'individus complètement marginaux d'un point de vue politique et qui aujourd'hui sont en nombre encore limité, et qui le nombre de skinheads en France n'est pas non plus massif. Simplement, ce qu'on observe, c'est qu'ils se manifestent sur la voie publique de manière de plus en plus affirmée. Ça, c'est un fait. La direction du Front National hier a pris soin de dire qu'au fond, les militants en question avaient été priés de s'éloigner, de s'écarter du dernier défilé pour le 1er mai notamment. Non, mais il y a une stratégie, de Marine Le Pen. Mais par ailleurs, sur les réseaux sociaux, des photos circulent où l'on voit ce type de skinhead en bonne compagnie avec Marine Le Pen. Elle n'établit pas un cordon, pour le coup, étanche avec ces groupes-là, puisqu'il y a des c'est tout bonnement pas possible compte tenu de l'histoire du Front National. Le Front National, c'est 40 ans de connivence avec l'extrême droite la plus extrême. Enfin, même si elle cherche objectivement à se débarrasser de militants qui ne lui apportent pas grand-chose, mais en essayant de s'en défaire, elle provoque aussi un autre effet. C'est-à-dire qu'elle les laisse aux mains de sous-fureurs locaux et qui en plus ont accès maintenant via les réseaux sociaux et via l'info continue à une audience bien supérieure à ce qu'ils auraient eu dans les années 80 où ils se contentaient de fanzines tout à fait limitées. Ouais. Du coup, ils ont plus d'audience aujourd'hui. Ils ont les moyens d'en avoir plus. Aujourd'hui, tous les Français connaissent Batskin. Voilà. Brice Couturier. Justement, c'est ça qui est terrible. C'est que ces gens représentent quelques dizaines d'individus. Ils sont extrêmement dangereux, mais jusqu'à présent, pour l'instant, ils étaient cantonnés dans un ghetto. Si on leur tend les micros, dans la situation de crise sociale où nous sommes et de désespérance d'une certaine partie de la jeunesse, qu'est-ce que ça peut provoquer chez eux? D'autre part, je voudrais dire un truc sur c'est scandaleux d'essayer de mouiller les manifs pour tous dans ce qui s'est passé, l'assassinat de Clément Méric. Mais est-ce que c'est aussi raisonnable de mouiller le Front National? Je suis désolé, mais je me souviens, moi, comment la droite italienne a essayé de mouiller le Picchi dans les attentats des Brigades Rouges. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le Picchi, non seulement il n'avait rien à voir avec les attentats des Brigades Rouges, mais il en avait été plusieurs fois victime. Et là, je me demande s'il n'y a pas un petit peu le même genre d'amalgame. On essaie de faire croire que toute la droite est mouillée par des types qui, en fait, ont des idéologies qui sont, encore une fois, réduites à quasiment rien. Sur ce thème-là, quasiment rien. Gaël Bossier, Béatrice Gibelin et Éric Dupin, je vous en prie. Oui, sur Brice Couturier a raison de faire référence à l'Italie. Moi, j'y pensais hier, en repensant, en fait, à cette période des années de plomb en Italie, où l'espèce d'impuissance politique qui était ressentie par la population italienne, notamment l'impuissance du PCI, par une certaine extrême gauche. Oui, le Picchi, c'est le PC, Parti communiste italien. Mais Picchi, oui, c'est le PCI. Mais aussi, d'une certaine manière, c'est l'extrême droite qui était très forte, qui était très forte et qui estimait que la démocratie chrétienne était un peu usurpatrice au pouvoir des vraies valeurs de la destra, de la droite italienne, qui a une autre signification qu'en France. Ça aboutit à deux crimes. L'un par l'extrême droite, on en a la preuve désormais, qui est celle de Pasolini, et l'autre qui est celui d'Aldo Moro, donc on connaît les circonstances. Mais c'était une atmosphère qui correspondait aussi à une période alors que c'était le parti communiste d'Europe occidentale qui était le plus puissant intellectuellement, il y avait une espèce d'impuissance du politique, et je pense que Éric Dupin avait raison de parler d'impuissance de la gauche et des conséquences de l'impuissance de la gauche sur la manifestation de ces événements. Nous allons y revenir sur cette question-là. Je n'oublie pas que vous avez lancé cette mèche, cette piste, en l'occurrence Éric Dupin. Pour continuer juste un petit peu sur cette question-là, est-ce
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, vous? Donc, Brice Couturier a dit scandaleux que l'on fasse un amalgame, au fond, entre la mort de Clément Méric et l'irruption de manifestations anti-mariage pour tous. D'autres ne sont pas d'accord avec ça. D'autres disent, au fond, il y a quand même eu un climat aujourd'hui, au fond, de gens qui veulent se faire entendre, et dont certains veulent se faire entendre plus que d'autres, ce qui conduit nécessairement à une sorte, on va dire, au fond, d'augmentation presque des incivilités. Alors évidemment, on n'est pas largement au-delà de l'incivilité avec la mort de Clément Méric, mais qu'il y a de fait un climat tendu tout de même par une mauvaise gestion, diront certains, du mariage pour tous. Comment vous décryptez cela, vous, Béatrice Gibelin? Mais je ne crois pas que ce soit seulement au moment des manifestations du mariage pour tous. Ce qu'on constate quand même, que le climat peut avoir un impact, par exemple sur le comportement des policiers. Si on leur demande de faire du chiffre et qu'ils sentent qu'ils sont soutenus, on a plutôt tendance à avoir des bavures que quand on est dans un climat où on leur dit faites très attention, comportement exemplaire, on vous aura à l'œil si ça dérape. Oui. On l'a déjà senti plusieurs fois, ça, que quand on se sent en situation de soutien ou d'impunité, on va avoir des comportements qui ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on serre la vis. Donc je prendrais un peu ça comme comparaison. Et moi, j'ai un peu l'impression quand même que une forme de libération de parole sur une droite qui, pour le coup, dans les manifs, a été décomplexée. Parce que c'était pas seulement par rapport au mariage pour tous, on savait très bien que c'était un moyen de manifester contre la gauche au pouvoir qui apparaît toujours de façon illégitime pour un certain nombre de gens. Pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Et du coup, on libère un peu une parole. Y compris chez des députés, quand ils descendent dans l'hémicycle pour s'invectiver comme Mariton ou d'autres, je trouve que sur des individus qui manquent de maîtrise, que vous avez dit, de culture, on est en fait un peu dans un sous-prolétariat un peu brutal, on peut y aller. Et évidemment, quand ils étaient place de l'Opéra au moment des manifs pour tous, ils sont réunis en noir, crâne rasé, et qu'on les a vus à la télé, ça leur donne un sentiment de puissance. Voilà, et ce sentiment de puissance va pouvoir, sur une situation qui est quand même invraisemblable, une vente privée rue Caumartin, parce que c'est quand même ça, sur des polos Lacoste, Fred Perry, excusez-moi, c'est quand même tout à fait étonnant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une bagarre politique à ce moment-là. On n'est pas dans une manifestation extrême droite, extrême gauche. On est alors là. Alors on est en train de faire les soldes. Oui. Éric Dupin. Sur cette question de la responsabilité du climat, c'est toujours délicat quand même, un acte. Alors, ce climat que vous connaissez, est-ce qu'il est comme ça dans tout le pays ou pas? Vous avez sillonné le pays, notamment pour faire le bouquin dont vous avez reçu pour ce livre-là, entre autres, la campagne présidentielle, le voyage en France, pardon, et puis la campagne présidentielle à contre-champ. Le dernier livre, La victoire empoisonnée, et puis je continue d'ailleurs à sillonner le pays pour un prochain bouquin. Est-ce que dans ce pays que vous sillonnez, vous sentez ou non, au fond, cette question d'incivilité? Jean-Paul Delevoye parlait, suite à son rapport, maintenant 3 à 4 ans après, il continue au fond de dire que la France est sous une sorte de burn-out et qu'elle est prête à exploser pour à peu près tout et n'importe quoi. Un téléphone qui ne marche pas quand on va réserver un billet de train par téléphone, un taxi qui n'arrive pas, qui est une sorte de burn-out. Est-ce que là aussi, alors moi je ne pose que la question, est-ce qu'il y a amalgame ou pas à faire avec l'idée que tout d'un coup l'incivilité peut se transformer de plus en plus en manifestation violente et qui sait en assassinat, ou est-ce qu'on n'est pas du tout dans ce pays-là et qu'on grossit, qu'on fait trop la partie pour le tout et qu'on est comme dans un pays, comme dit Vincent Tibéri dans Le Parisien d'aujourd'hui, qui est au fond extrêmement ouvert, qu'il ne faut pas faire l'amalgame et que le symptôme de ce fait divers-là ne représente à rien la France d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouverte comme on le dit. Ouais, ce qui est certain, c'est que en arpentant les différentes régions, les différents types de territoires, moi je tombe pas beaucoup sur des skinheads qui menacent qui que ce soit. Donc il faut quand même relativiser énormément les choses. Par contre, la question des violences là aussi pas d'amalgame entre les incivilités et les règlements de compte meurtriers, il y a quand même une différence, mais la question des violences, la question du
d'un passage à l'acte de plus en plus facile, le passage à l'acte, d'une forme de désocialisation d'un certain nombre de gens qui ne se contrôlent plus. Et en effet, quand les députés donnent le mauvais exemple, je pense que ça peut avoir un certain rôle. Ça, c'est une question réelle. Mais là aussi, voyons les choses en face. C'est pas tellement dans les ventes privées qu'il y a le plus d'agressions. C'est dans un certain nombre de cités, de territoires difficiles, de ghettos. Il y a eu une enquête publiée dans Le Monde là, récemment qui était terrible en disant on a une moyenne une espérance de vie qui est beaucoup plus faible dans certains quartiers que dans d'autres. Et c'est intériorisé par un certain nombre de jeunes qu'ils ont un risque de mort extrêmement fort. Donc c'est ça les vraies questions. Et c'est ça qui devrait indigner une gauche digne de ce nom. Et non pas de se focaliser sur... comme ça, un fait dont ils essayent de tirer un bénéfice symbolique. Donc cette question des violences, et du point de vue du climat politique. C'est grave ce que vous dites quand même, Éric Dupin, parce que vous êtes en train de dire quand même, au fond, qu'il y aurait une sorte de cynisme et d'instrumentalisation de la part de la gauche au lendemain de la mort de Clément Méric. Je ne pense même pas que c'est forcément instrumentalisé. J'étais assez d'accord avec la chronique de Brice Couturier, mais par exemple, je ne pense même pas que les dirigeants socialistes, de façon consciente et machiavélique, essayent de faire monter le Front National. Certains, sans doute. Mais c'est même pas ça. Je pense que c'est une gauche qui est tellement désarçonnée par un pouvoir dont elle ne sait quoi faire et où elle ne fait en réalité que suivre une politique qui n'a rien à voir avec une politique qui serait authentiquement ancrée à gauche et donc qui par un phénomène de compensation presque psychologique, et donc ça peut être en partie inconscient, essaie de se raccrocher à des événements qui lui permettent d'être du côté du bien. Et alors, si le bien, c'est la gauche, si la droite, c'est le mal, eh bien, l'extrême droite, c'est l'extrêmement mal, et l'extrême gauche, d'ailleurs, ça peut être extrêmement bien, et on est dans ce schéma-là. Cela dit, juste un mot sur la question du climat. Chose différente, c'est le problème du climat politique en France. Alors ça, c'est quelque chose moi, qui me fascine beaucoup, c'est à quel point on est dans un pays d'une intolérance, d'un sectarisme invraisemblable. Non seulement entre la droite et la gauche, mais à l'intérieur de la gauche. Regardez ce qui s'est passé à Place Saint-Michel hier soir. Chacun Anne Hidalgo a été chassée, a été extradée. Et de Sciences Po, et de la Place Saint-Michel, je sais bien, et d'autres d'ailleurs. Alors je sais bien que le voisin est le pire ennemi de l'homme, y compris sur le plan politique, mais tout de même. Et là aussi, peut-être que plus les gauches sont mal à l'aise avec leur identité, avec leur prise sur le réel, et plus elles sont un peu méchantes par rapport au camp, non pas d'en face, mais d'à côté. Alors, Gaël Brussier. Oui, en rappelant bien évidemment que l'affaire dramatique qui vient d'avoir lieu, et le rôle des skinheads doit être assez détaché de l'affaire, de l'ambiance dans le pays. Moi, je suis assez frappé, effectivement, par... Donc, pas de parti pour le tout. Faut être prudent, parce qu'en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que vous avez des skinheads qui sont en nombre limité, qui ne recrutent pas massivement, sauf dans certaines zones, comme je disais, Chauny, etc., où là, vous avez des mouvements un peu plus massifs au regard de la population locale, mais que globalement, dans le pays, on n'a pas une marée skinhead. Par contre, on a une libération complète de ces groupes qui se sentent forts. Ça, c'est vrai. Bon, une fois qu'on a dit ça, et qu'on est effrayé par ce qui s'est passé, par coup de poing américain, etc., il faut essayer de regarder comment fonctionne ce pays. Effectivement, vous avez un sectarisme qui se développe à gauche. Vous avez Jean-Luc Mélenchon pourra bientôt rebaptiser son parti le Talman Bataillon, parce que franchement, quand on regarde bien, il se comporte exactement de la même façon que le KPD en 1930 face au SPD. Alors évidemment, eux, ils avaient des raisons, parce qu'ils s'étaient quand même fait assassiner Luxembourg et Liebknecht, mais que je sache, Alexis Corbière n'a encore pas été fusillé par Anne Hidalgo. Donc, on a une petite différence quand même. Et il y a une question qui est celle de la responsabilité politique aussi qu'on a, et de la parole politique qu'on porte dans ce pays. Et moi, je suis frappé par l'espèce de verbalisme permanent. Alors, c'est le verbalisme républicain dans un sens où on annonce le vivre ensemble, etc. Ou de l'autre côté, c'est je suis plus à gauche que toi, je suis la vraie gauche, tu es un traître, je m'éloigne de toi parce que tu pues. Ce qu'en notre temps, Alain Gérard Slaba dénonçait en appelant l'angélisme républicain. Oui, non, mais il y a une part de ça. Et puis, il y a la question des dominations culturelles dans le pays, et qu'il faut prendre sur 40 ans, essayer de regarder comment les choses se sont passées. Il y avait un colloque sur la droitisation de la Fondation Jean Jaurès il y a 2 jours.
où on a essayé de démêler un peu toutes ces choses-là, mais il est très frappant, je faisais référence à l'Italie, de voir que la gauche française a oublié Gramsci. C'est une lecture qu'elle n'a plus, ou alors qu'elle annonce sous l'angle, comme Sarkozy, vous savez, je pense que les idées, c'est important pour gagner une élection. Bon, vous le faites très bien, méfiez-vous. Hein. J'en fais bien d'autres. D'accord. Si vous voulez. D'accord, on fera un petit spectacle. Je fais des offres de service. En fin d'année, on fera un petit spectacle. Mais si vous voulez, il n'y a que ça, si vous voulez, comme espèce de viatique qui sert à... Alors du coup, on va faire une campagne et puis on va faire de la pédagogie. Ça ne marche pas. La vérité, c'est que la gauche est dominée culturellement par une non-gauche, et on peut parler de droitisation dans le sens où une espèce de non-gauche qui a ses contradictions, qui a des puissantes contradictions même, parvient à imposer un imaginaire ou des imaginaires qui sont largement concurrents de l'absence d'imaginaire de gauche dans les sociétés d'Europe occidentale. Et ça ne concerne pas que la France, effectivement. Les percées d'extrême droite démontrent le BASOK est à 7%, Aube Dorée est à 12% dans les sondages. C'est quand même tout à fait significatif. Tout à l'heure, interviewé par Antoine Beauchamp. Et Béatrice Gibelin, un peu de comparatisme européen, peut-être vous qui connaissez bien la question, parce qu'alors en même temps, alors ne pas prendre la partie pour le tout et faire attention, comme le dit Éric Dupin, à ne pas faire d'amalgame, et en même temps, si on se met à dessiner, à faire des points, et qu'on voit l'image dans le tapis entre tout ce qui se passe en Europe en ce moment de résurgence ou de mouvements extrémistes, c'est en même temps aussi assez inquiétant. L'Angleterre, la Hollande, jusqu'à la Hongrie. Alors après... Ne mélangeons pas tout. Non, mais l'actualité fait que... Parce que quand on se plaint du traitement médiatique, et à juste titre, de ce qui s'est passé sur l'assassinat de ce jeune garçon, ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors dans une configuration tout à fait différente, et je pense au Royaume-Uni et à Londres, où on a eu effectivement cet assassinat de ce jeune soldat, aussitôt l'English Defence League, qui est un mouvement, on va dire, nationaliste, radical, alors qu'on peut considérer d'extrême droite, a eu toutes les antennes, a été reçu sur la BBC et a eu une aura médiatique, alors qu'on pensait qu'il était presque en voie de repli. Bien. Et du coup, il a un nombre de gens qui ont adhéré, et quand ils ont fait d'autres... Ils avaient prévu une manifestation, elle était prévue 2 jours après, elle a fait un succès avec des milliers de gens, alors que normalement, elle aurait pu rester de façon beaucoup plus modeste et discrète. Donc on voit bien que l'effet médiatique peut parfois avoir un effet levier. Alors va-t-il être dans la durée ou pas? Ça, c'est difficile à voir. Mais c'est sûr que la pertinence avec laquelle on traite ce genre de situation est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a une internationalisation de ces mouvements? On dit beaucoup qu'ils se rencontrent entre eux. Je ne dis pas forcément qu'ils se rencontrent physiquement, mais ce qu'on sait, c'est que ce sont les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai dirigé une thèse sur l'extrême droite allemande, essentiellement dans les Landes de l'Est, Mecklembourg et Sachsen-Anhalt. Ils sont en contact par les réseaux sociaux, ce qui leur donne l'idée d'être nombreux, d'être une puissance et de partager des choses en commun. Ça, c'est un changement très important par rapport à des périodes antérieures. Voilà, je n'en dis pas forcément plus, mais un des moyens de se retrouver, c'est dans les grands festivals de musique techno, qu'il y a souvent d'ailleurs en Europe de l'Est, dans l'été, et où on sait que c'est des moments de rassemblement. C'est le travail de Delphinios qui le montre assez bien. Sur la Hongrie, moi j'insisterai sur le traumatisme qu'il y a dans ce pays, dans ce peuple, sur la perte des 2/3 de son territoire, avec le traité de Trianon. Cette blessure-là, même si j'ai des collègues universitaires, tout ce qu'il y a de bien, néanmoins, la blessure de la perte du territoire et la présence dans les imaginaires hongrois de la carte rouge, c'est-à-dire la carte sur laquelle il y a des Hongrois sur l'ensemble de l'Europe de l'Est, vous la retrouvez partout. Donc il faut faire très attention. Viktor Orban, effectivement, il faut le tenir serré, si j'ose dire, et je trouve qu'on est un peu complaisant avec ce Premier ministre, mais c'est le parti Jobbik qui, lui, est le parti d'extrême droite, proche du Front National, et qui est sur un discours véritablement xénophobe, avec des militants qui s'habillent dans les tenues, qui étaient les tenues des années 30 et qui défilent avec ça. Donc là, ça commence à... Alors, la question subsidiaire aussi du jour, dissoudre
ou ne pas dissoudre les mouvements d'extrême droite, à laquelle je rajouterai, c'est la question de Jean-François Copé, que dans ces cas-là, s'il faut dissoudre les mouvements, il faut dissoudre les mouvements d'extrême droite et d'extrême gauche, renvoyant cette fois donc dos à dos, au fond, les agresseurs et les agressés. Éric Dupin. Qu'est-ce qu'on a entendu comme bêtise hier là-dessus? Alors là, je suis très actif sur Twitter, c'est un bon poste d'observation quand on s'intéresse aux opinions publiques, même si c'est une fraction de l'opinion, et là, j'ai lu des choses absolument invraisemblables. Rappelons quand même qu'aux dernières nouvelles, ceux qui sont mis en cause dans cette rixe meurtrière étaient des sympathisants, entre guillemets, de ce groupuscule GNR. Donc, il n'était même pas membre d'un parti. Alors, on peut dissoudre, ou d'un parti, ou d'un groupuscule, on peut le dissoudre. Ça n'empêchera rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on appelle extrême droite, extrême gauche, hein? J'ai vu quelqu'un qui disait, il n'y a qu'à dissoudre le Front National, hein, si on pense que de toute façon il y a un continuum, etc. Attendez, juste, il y a bien longtemps, tout de même, on était tous nés ici, le Front National a été considéré à une époque comme un groupuscule d'extrême droite. Le Front National est né de groupuscules d'extrême droite, il les a fédérés, mais il faut reconnaître que par le talent démagogique de Jean-Marie Le Pen, les a fédérés sur une orientation qui n'était pas le refus de la démocratie. On peut faire toutes les accusations qu'on veut sur la xénophobie, sur des aspects totalement déplaisants du Front National. Il n'y a pas de remise en cause de la démocratie, ce qui est une rupture par rapport à certains courants historiques de l'extrême droite. Alors, on voit bien d'ailleurs, caractériser le Front National quand on est honnête intellectuellement, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément recommandé dans ce pays, c'est pas facile, parce que d'un certain point de vue, avec Marine Le Pen sur les questions sociales et économiques, dire qu'il est d'extrême droite, c'est plus à gauche que le Parti socialiste en tout cas. Donc c'est un petit problème. À côté de ça, on a bien vu, lors du suicide de Dominique Vénère, qui était un authentique intellectuel d'extrême droite, comme par hasard, Marine Le Pen lui a rendu hommage. Donc on voit bien qu'il y a un peu les deux. Un petit mot, Gaël Burchier et Daniel Sanlav, vous aurez la parole. Vous voulez comment Oui, le Front National, c'est vrai qu'il est très difficile de le qualifier dans la mesure où il essaye de faire. Il est entre deux droites extrêmes. Il est entre l'ancienne et puis la nouvelle. C'est-à-dire que c'est ce que on voit. Il a du mal à choisir entre l'extrême droite de Bruno Gollnisch qui citait le 6 février 1934 au congrès de Tours du FN, et puis un modèle qui serait plus orienté Wilders. Et l'English Defence League est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'elle a des éléments qui sont néofascistes et en même temps, elle se connecte à des aspirations sociétales qu'on considérerait comme étant quasi libertaires, si vous voulez. Pardon, non mais à la question, dissoudre ou pas dissoudre? Dissoudre ou pas dissoudre? Alors on a accusé le vocabulaire d'ailleurs des extrêmes qui pas de quartier. Alors l'extrême gauche dit pas de quartier pour les fachos, l'extrême droite dit on aura votre peau. Et tout de même hier Jean-Marc Ayrault a dit qu'il fallait tailler en pièces les mouvements de façon démocratique, ce qui est quand même un oxymore. Voilà. Sur la dissolution, il y a l'aspect sursaut de la décision de la part du gouvernement qui peut avoir un impact, c'est-à-dire on décide de la dissolution, etc. Sur les effets réels, les effets réels seront nuls parce qu'ils se reconstitueront, ils sont toujours reconstitués. Unité radicale a donné naissance après sa dissolution au bloc identitaire qui est beaucoup plus puissant que ne l'était Unité radicale. Cas extrêmement intéressant d'Unité radicale qui était dont la double appartenance avec le MNR de Bruno Maigret et avant avec le Front National était autorisée. Donc c'est là où on voit bien que... Et puis il y a des hauts et des bas, il y a un coup ils sont interdits, un coup le GUD a été interdit, puis il a été réautorisé. Puis rien ne vous empêche de toute façon avec Twitter de créer un compte GUD Paris est-ce qu'on pourrait pas interdire à des gars de se balader avec l'uniforme dont on sait pertinemment ce qu'il signifie? Vous voulez interdire le polo? Non, pas le Fred Perry en tant que tel, mais il y a des types qui sont habillés en skinhead, qui défilent en tant que skinhead. Est-ce que c'est tolérable dans l'espace public, tout simplement? On pourrait simplement leur dire de changer de costume et de se dissoudre dans la nature. On va mettre le curseur. Hein. Oui, et les jogging alors. Et les jogging. Et vous qui mettez en la Grande-Bretagne, Brice en Grande-Bretagne, tout le monde s'habille comme on veut. Moi j'ai déjà eu quelques ennuis avec les skinheads en Grande-Bretagne. Alors une question, on arrive au bout. Daniel Sanlav. Moi ça va être très rapide. C'est parce que j'ai eu l'impression, en vous écoutant avec Dupin tout à l'heure, vous avez posé tout de suite la question de l'interprétation. Si on pense, on est au centenaire de Ricoeur pour l'instant, de la naissance de Paul Ricoeur, il a mis la crise de l'interprétation au cœur de son œuvre philosophique. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que on a un embarras entre les faits et leur interprétation, parce qu'on est aussi à un moment d'hypercommunication où chacun y va de son interprétation. Il suffit de regarder sur Internet, des blogs, des forums, etc. Chacun se précipite dans l'interprétation et veut toujours devancer l'autre en étant plus radical. Il me semble que ce grand embarras, moi je le relève au fond dans le titre de beaucoup d'ouvrages qui s'intéressent aux franges de la société, qui s'appelle toujours « Voyage dans ».
comme vous, Gaël et d'autres. Pourquoi ? Parce que l'idée que c'est voyage dans, c'est que c'est pas chez moi. Je pars quelque part vers l'inconnu. Et ça me fait un peu peur. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ? Je crains que vous ayez raison. Éric Dupin. Mais allez voir le réel. Moi, ce qui m'énerve dans ces débats médiatiques qui très souvent, comme ça, il y a des boules de neige qui se succèdent les unes aux autres, c'est qu'on est dans, vous savez, les manipulateurs de symboles. Bon, d'un certain point de vue, je suis journaliste, j'écris des livres, je peux en être un, considéré comme un de ces manipulateurs, mais il faut être conscient de sa responsabilité. Et donc de ne pas céder à cette facilité qui est de cette espèce de joute symbolique où, en réalité, on essaye de se placer dans un univers de compétition médiatique et on ne s'intéresse pas au fond des problèmes. Bien sûr, mais on passe de l'un à l'autre extrêmement rapidement. C'est la question, tout le monde le sait, de vendre du papier ou de faire de l'audimat. Et on ne prend pas le temps de réfléchir, de montrer que c'est compliqué. Ce qu'on a essayé de faire ce matin, heureusement, il y a encore des endroits comme France Culture, on a le temps le matin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais interpréter... L'idée, c'était de poser des questions. Oui, mais je crois qu'on a essayé de faire avec honnêteté et essayer d'y répondre. Mais les choses sont compliquées et vont très très vite et y donner des réponses simples seront toujours caduques. Gaël Brussier, pour conclure, je vous ai donné le premier mot ou presque. Presque, et donc j'ai le dernier. Non, en vérité, je crois que il y a effectivement dans cette succession de phases médiatiques et quelque chose d'assez gênant, c'est qu'on n'essaye pas de penser le pays dans le rapport qu'il a avec sa situation économique, sociale extrêmement tendue et le rapport avec ses représentations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail politique tout à fait affirmé sur ces questions-là et il n'y a pas il y a un gouvernement qui semble impuissant, qui s'enfonce en vérité, qui semble s'enfoncer aux yeux d'une partie de la population dans un verbalisme pur et dans des combats souvent anecdotiques. Alors c'est contre la cigarette électronique un jour, c'est pour la parité dans les aides au cinéma un autre jour. Et puis vous avez la réalité et vous avez la question des dominations culturelles et de la façon dont on redonne un projet à ce pays et quelle représentation on donne au pays de lui-même d'une certaine manière.